Bonjour Michel. Bonjour Léa. Et Michel, ce matin, notre invité est journaliste, historien des idées et de la philosophie, producteur sur France Culture, directeur de l'hebdo Actualité Juive, de la rédaction de Radio J et professeur de lettres modernes à l'Université catholique de Lille. Il s'agit d'Alexis Lacroix, notre collègue et ami. Bonjour et bienvenue Alexis. Bonjour Léa Bokertov, mais vous m'enfouissez sous les titres. C'est pas possible ça, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Je ne le ferai qu'une fois. Alors Alexis, on va parler de votre dernier livre, Le penseur des prochains jours, Raymond Aron, ce que nous lui devons, aux éditions Presse de la Cité, un livre très très plaisant. On a passé le week-end, Michel de son côté et moi de mon côté, on s'est réunis pour se dire finalement qu'on a eu énormément de plaisir à le lire, à retrouver, parce que vous relevez le défi finalement d'embrasser la personnalité de Raymond Aron et puis également sa pensée. Alors Alexis, si vous me permettez la première question, au moment où le monde bascule, votre livre tombe à un moment phare, moment où il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à nous après l'ignominie du 7 octobre. Les masques sont tombés partout sur la planète, des nations, des partis de l'échiquier politique se révèlent tels qu'en eux-mêmes, et vous nous dites avec ce livre, est-ce que c'est ça? Vous nous dites que Raymond Aron, en tout cas sa pensée, nous éclaire sur notre présent, notre futur à court et moyen terme. Vous faites comme à l'accoutumée, chère Léa, des pitchs formidables, des pitchs, des résumés, des présentations formidables, parce que tout y est. Je ne savais pas, je suis très sincère avec vous, lorsque j'entreprends l'écriture de ce livre, c'est-à-dire en gros dans la deuxième partie du printemps 2023. Je ne savais pas que nous assisterions à une telle accélération de l'histoire, en gros depuis septembre, mais vous avez raison, avec évidemment le climax qu'ont constitué les attaques antisémites du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, dans les kibbutzim et les villes d'Israël concernées, Sderot, etc. Nous ne le savions pas, bien évidemment, mais nous savions déjà, au moment où j'entreprends l'écriture de ce livre, je l'écris, en gros, je suis très sincère avec vous, entre le début du mois de mai et la fin du mois d'août, avant de reprendre le collier dans ces nobles établissements dans lesquels nous travaillons ensemble. Et donc effectivement, en gros, il était prêt. Bon, après j'ai ajusté bien sûr en fonction de l'actualité jusqu'au mois de novembre, mais en gros il était fait. Je ne savais pas, bien évidemment, qu'il y aurait une telle accélération cruelle de l'histoire. Mais je savais que nous étions entrés dans des temps difficiles. Et je savais aussi que le monde redevenait âpre, violent, barbare, homicide en beaucoup d'endroits de la planète. J'avais évidemment suivi, comme tant d'autres, les développements d'une guerre qui, à mon avis, ne se terminera pas, d'ailleurs demain ou après-demain, entre Kiev et Moscou, entre l'Ukraine démocratique et une Russie aujourd'hui de plus en plus illibérale. Je savais tout cela et je savais aussi que la pensée de Raymond Aron, dont on peut évidemment contester le cadre, etc. Bon, et aussi peut-être le caractère daté sur un certain plan, mais nous fournissait tout de même des instruments pour penser la violence nouvelle de l'histoire, cette espèce de fracas nouveau de l'histoire. C'est lui qui a conceptualisé, notamment pendant la guerre froide, le concept de jungle en comparant, par bien des aspects, la vie internationale des années 50 ou 60 à une jungle. Eh bien, peut-être sommes-nous en train d'y revenir progressivement, bien sûr sous des modalités renouvelées. Ah voilà, vous entendez la voix de Alexis Lacroix, qui est notre invité aujourd'hui dans À Contre-Courant. Et comme son nom l'indique, notre émission À Contre-Courant, je vais vous poser une question d'emblée pour peut-être cerner la personnalité, la biographie en quelques mots de Raymond Aron. Je commencerai par la fin. Il me semble, pour l'anecdote historique, que Raymond Aron est mort en sortant d'un tribunal dans lequel il venait défendre Bertrand Journel et que dans un procès avec Sternel. Et puis je citerai cette phrase que vous connaissez par cœur, justement, dans ses mémoires, justement, Raymond Aron disait « Je me sens plus proche d'un antisémite français qu'un Israélite du Sud marocain ». Bon, à l'époque, il y avait encore des Israélites du Sud marocain. Est-ce que c'est du Zemmour avant la lettre ? Alors c'est pas idiot, c'est-à-dire, si vous voulez, le Éric Zemmour, que moi je connais bien, qui se rattache à l'assimilationnisme républicain radical, j'allais dire, qui existait jadis, pendant la Troisième République, où effectivement les identités, quelles qu'elles soient, y compris l'identité juive, devaient être mises au second plan. Ça ne veut pas dire abandonnées, mais être mises au second plan à l'étouffée de la vie privée,
et que dans l'espace public, ce qui devait prévaloir, c'était la neutralité, pardonnez-moi l'expression, la neutralité axiologique de l'être français. Bon, ça c'est la définition traditionnelle de l'assimilation. Effectivement, si vous voulez que nous fassions de l'histoire des idées, je suis de ceux qui pensent, et ça ne veut pas dire que je bénis l'ensemble de ces idées, que j'achète l'ensemble de ces idées, mais je pense qu'on a le droit à un peu de subtilité non idéologique, non binaire, non militante. Et je suis de ceux qui pensent, effectivement, comme Finkielkraut, que ce Zemmour-là se rattache à cette tradition de l'assimilation radicale. Or, il se trouve, vous n'avez pas tort, que Raymond Aron en provient. Pourquoi il en provient? On pourra détailler si vous voulez, parce qu'il est un fils de la Troisième République. Au cœur de la Troisième République, il y a cette matrice de l'assimilation. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les identités, ça ne veut pas dire qu'on pense que le judaïsme est inférieur, pas du tout. La Troisième République, c'est le premier régime qui va émanciper réellement, je veux dire, les Juifs en terre européenne. Et d'ailleurs, elle le fait si bien qu'elle élargit cette émancipation aux Juifs indigènes d'Algérie, comme on les appelle alors, qui deviennent tous citoyens français. Et c'est le régime de Vichy qui leur retirera la citoyenneté en 1940 avec la fameuse abrogation du décret Crémieux. Donc effectivement, la République en France, en son essence, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais elle est fondamentalement tournée vers les Juifs, mais au prix, j'allais dire, d'un renoncement. Ce renoncement, il avait été formulé par Clermont-Tonnerre au moment de la Révolution française, tout aux Juifs comme individu, comme sujet, si vous voulez, rien en tant que nation. Voilà, ça c'est la définition traditionnelle de l'assimilation. Je pense qu'effectivement, puisque vous me posez la question de la fin, dans ces représentations fondamentales, on va dire structurelles, Raymond Aron provient de cette philosophie-là. Et il a ensuite évolué, on le sait, après 67. Après 67. Ça n'empêche pas qu'il ait un attachement incroyable à Israël. Vous notez, alors là, moi, je voudrais lire cette citation. Écoutez, elle m'a fait monter les larmes aux yeux parce que je trouve que cette citation dit tout de son lien à Israël. Si les grandes puissances laissent détruire le petit État d'Israël, qui n'est pas le mien, ce crime modeste à l'échelle du monde m'enlèverait la force de vivre. Oui, absolument. Alors ça, j'allais dire, c'est la révélation qu'il traverse en 1967. D'abord, il y a ce moment que nous n'avons pas vécu, Léa, que vous avez à peine vécu, Michel, vous étiez trop petit, mais où effectivement beaucoup de Français juifs tremblent pour l'État juif entre, disons, le début de l'attaque surprise des armées arabes et la riposte finalement victorieuse de Tsahal. Il y a quand même un moment d'incertitude où pendant quelques jours ils se disent cette nation peut être rayée de la carte. Donc ça c'est le premier point. Aron fait partie d'ailleurs de ces gens-là. Il se distingue d'autres intellectuels, de ses amis, issus aussi de cette matrice du républicanisme juif, du franco-judaïsme, comme Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, il se tremble moins qu'Aron. Aron est plus émotionnel, il est plus à fleur de peau, il est plus irascible probablement aussi, mais il est plus sensible. Et donc il tremble. Et puis après, il s'en souvient. Et il s'en souvient notamment quand le général de Gaulle, 4 mois après, essaye de... Alors, on va le dire avec des mots d'aujourd'hui, essaye de draguer les masses arabes avec lesquels il faut... Oui, non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité géopolitique. Et là, c'est pareil, quand on fait de l'histoire, c'est intéressant de voir les contextes. Je ne suis pas en train de dire que De Gaulle avait raison, mais de comprendre les motivations du général de Gaulle. Le général de Gaulle se dit, bon, très bien, Israël est vainqueur, c'est très bien, mais moi, je veux quand même me réconcilier avec un monde arabe qui est fâché avec nous depuis que nous avons fait la guerre d'Algérie et que nous avons dû laisser l'Algérie devenir indépendante, c'est-à-dire 5 ans plus tôt, en réalité. D'où, effectivement, cette conférence de presse absolument terrible dans laquelle il revisite le lexique de l'antisémitisme. Non pas traditionnel, comme on dit souvent bêtement, mais de l'antisémitisme moderne à la Drummond, c'est-à-dire où il y aurait une sorte de, si vous voulez, de spécificité du judaïsme dans la modernité, liée à une sorte de domination sociale. C'est ça qu'il met en avant. Et ça a heurté Raymond Aron. Et alors, voilà, ça réveille chez Raymond Aron un affect comme quoi les choses sont subtiles dans l'histoire des idées. C'est pas vous êtes franco-judaïque ou vous êtes sioniste. Non, non, Madame Moscona, c'est un peu les deux. Et Raymond Aron, il montre qu'il est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, son franco-judaïsme ne l'empêche pas de réagir à cette flétrissure profonde d'Israël à laquelle procède le général de Gaulle. D'où un livre qu'il écrit. Israël. Alors, De Gaulle et les Juifs, vous avez raison de le dire, Alexis Lacroix, vous êtes enthousiaste au sens étymologique du terme, et vous avez raison, votre livre est d'ailleurs à votre image, il est écrit, on vous entend parler de votre livre. Je peux dire une chose sur le côté à contre-courant de Aron, parce que aujourd'hui, bon, évidemment, les idées libérales, au sens large du terme, celles du libéralisme politique,
ont triomphé dans une partie de l'intelligentsia européenne. Et on est tenté de dire, bon, bah, au fond, Aron, il est du côté du manche, pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez, il fait partie des vainqueurs de l'histoire. Contrairement à Sartre ou à Walter Benjamin, qui se sont, entre guillemets, fourvoyés dans un compagnonnage de route avec les communistes, etc. Mais en fait, c'est plus compliqué. Si vous réfléchissez sur la philosophie politique profonde d'Aron, c'est pas le libéralisme de Madame Thatcher et c'est pas non plus le libéralisme de la Commission européenne. C'est quelqu'un qui pensait, dès le début, qu'il fallait défendre les régimes, on va dire, constitutionnels, bon, pour aller vite, hein, les républiques démocratiques, contre la pente vers la facilité de l'histoire. Et ça commence très tôt dans sa vie. En gros, dans la séquence qui sépare son premier voyage en Allemagne, 1930, de la rédaction de son premier livre, qui est sa thèse en fait de doctorat, l'introduction à la philosophie de l'histoire. Raymond Aron dit, chaque fois qu'on considère que les verdicts de l'histoire, c'est-à-dire en fait ce qui se passe, c'est bien, de manière non critique, eh bien là, on cède déjà à la barbarie. Vous voyez, il y a pour le dire en termes techniques, il y a un anti-historicisme viscéral de la pensée d'Aron. Donc, c'est pas le libéralisme des gens qui nous disent aujourd'hui abandonnez-vous à toutes les logiques de marché et tout ira très bien et la démocratie naîtra partout. Autorégulation, c'est ça que ça marche pas. Aron, c'était pas du tout ses idées. On reste sur Aron et sur cette période que vous venez d'évoquer, Alexis Lacroix. C'est-à-dire qu'il est comme vous, enfin, vous êtes comme lui, germaniste de formation. Nobody's perfect, Michel. Normalien. Moi, je suis pas normalien. J'ai raté normal. J'ai raté 2 fois d'ailleurs, mais bon, voilà, mais je n'en ai pas. On vous pardonne. Voilà. Le petit camarade de Sartre a connu donc la montée du nazisme. Ça, c'est très important. Et il a compris, lui, très vite. Il faut quand même dire ça aujourd'hui à nos auditeurs. Il a compris très vite ce qui se passait dans les années 30. Vous vous rendez compte d'un jeune homme de 25 ans qui devient étudiant dans un département de romanistique, c'est-à-dire d'études de romanistique, de français, d'italien, etc., sous la direction d'un grand professeur juif qui s'appelle Leo Spitzer, qui a laissé d'ailleurs une trace importante dans la romanistique allemande, avec des exercices de style, notamment un spécialiste du style, de Flaubert, de Balzac, etc. Un grand monsieur, entouré, nous dit Nicolas Bavrez, d'une cour de jeunes filles en fleurs, énamourées, comme ça, bon voilà. Mais c'était évidemment ces grands professeurs européens qui existent encore aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ne sont plus au top dans l'échelle sociale. On préfère Elon Musk ou Sam Altman, vous voyez, à Leo Spitzer. Bon, et c'est comme ça, c'est bon, voilà, le monde a changé, on est entré dans une société post-littéraire. À l'époque, c'est une société vraiment littéraire. Et effectivement, Aron va être formé par cet homme, mais il va parallèlement, et vous avez raison Michel, être témoin de l'ascension de l'hitlérisme, qui n'est pas encore au pouvoir, il le sera 3 ans plus tard, mais il voit tout de suite, et quand même, alors là on peut saluer la préscience du jeune intellectuel. Absolument, sa lucidité, sa clairvoyance. Voilà, il y a tant de gens en France, aussi bien chez les communistes que dans la droite française, la plus conformiste et la plus bête du monde, dira plus tard qui vous savez, qui disent mais il est formidable, c'est Adolf Hitler, c'est une solution pour l'Allemagne en crise, il va resserrer les boulons, voilà, il va remettre les gens au travail, il va remettre de l'ordre, etc. Ce discours de l'ordre qui est absolument terrible et qui est l'autre nom en quelque sorte de l'historicisme en réalité, vous voyez. Et Aron dit non. Vous vous trompez, quand il revient à Paris, il commence à enseigner, sa fille Dominique, notre ami Dominique Schnapper va naître, il commence à enseigner au lycée du Havre, et il dit non, vous vous trompez lourdement, cet homme n'est pas du tout le sauveur de l'Allemagne, il est son fossoyeur, il y a quelque chose chez lui de diabolique, de satanique, voilà ce que dit Aron. Mais toute sa vie, il a été clairvoyant, lucide, et il avait un esprit aigu dans l'analyse des choses. Après-guerre, il ne croit pas comme beaucoup que ça y est, on a échappé au mal, et à présent, on est dans une période... Non, lui, il est contre le fascisme, mais il est contre l'embrigadement du bolchevisme. Alors, si vous voulez... Voilà, ça n'a pas plu. Mon père est né dans ce mois-là qu'il évoque, c'est drôle, c'est un hasard. Décembre 1946, c'est le mois que Aron a identifié un peu plus tard dans ses livres Le Grand Schisme puis L'Opium des intellectuels comme étant le mois du redémarrage de la logique d'affrontement des blocs. Alors, c'est ce qu'on va appeler la guerre froide, on l'appelle pas encore la guerre froide, décembre 46. Donc là aussi, il a dû, pardonnez-moi l'expression vulgaire, il a du nez, si vous voulez. Il sent avant beaucoup d'autres intellectuels ce qui se trame. Et qu'est-ce qui se trame? Il se trame la constitution de 2 blocs, avec quand même, après, bien sûr que sur la durée, l'Occident, entre guillemets, euro-américain l'a emporté, mais quand même sur la durée, un défi existentiel
profond lancé aux démocraties occidentales. C'est une évidence. En ça, en ça, je trouve qu'il est très actuel aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des retournements. Tout à l'heure, je le disais, les masques sont tombés pour certains partis politiques, pour certaines nations. Il y a quand même chez Raymond Aron, il y a cet aspect qui est très, très actuel. Et je pense, si vous voulez, qu'il y a un fil, en fait. Bon, je vous ai décrit, là, à l'instant, en réponse à la question de Michel, son anti-historicisme, sa conviction que les verdicts de l'histoire, ce qui se produit, ne doit pas avoir force de loi. C'est pas parce que quelque chose existe que c'est bien. Vous voyez, là, il faut distinguer la valeur d'une chose de son existence. Et donc, c'est valable aussi pour les événements historiques. Mais ça a un lien avec le judaïsme. Vous savez, je cite un moment, évidemment, un judaïsme, encore une fois, à la française, Michel dirait à la Zemmour, si l'on veut, qui n'est pas un judaïsme de l'ostentation publique, mais un judaïsme plutôt de la méditation privée. Bon, et ben Aron, il vient de là. Et effectivement, dites-vous bien que la vision juive du monde, on peut prendre ça dans tous les sens qu'on veut. La vision juive du monde de Razdai Crescas, que je cite, 14e siècle, à Emmanuel Levinas, c'est une vision du monde qui est fondamentalement opposé à l'historicisme, à ce que Bernard-Henri Lévy appelle dans un très grand livre de lui, La barbarie à visage humain, le providentialisme. Le providentialisme, c'est l'idée que l'histoire est fléchée et que quoi qu'il arrive, il faut bénir les faits, il faut dire c'est super, youpi. Ça, c'est anti-juif vraiment dans les profondeurs. C'est une vision du monde qui est totalement contraire à l'esprit du judaïsme. Vous êtes en train de nous dire, ça c'est intéressant quand même, Alexis Lacroix, que Raymond Aron, on peut aussi le classer dans la catégorie des penseurs juifs. Absolument. Et je rajouterais à cette question. Absolument. Aujourd'hui, alors nous faisons cette émission, un papier important, le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy, dans Le Point, vient de paraître sur votre livre, un bloc-notes élogieux, alors, je écoutez, le dis, comme Michel, nous. Michel, c'est l'occasion d'abord d'exprimer ma gratitude émue à mon ami Bernard-Henri Lévy pour ce très beau papier que j'ai découvert là en arrivant au taxi avec vous. C'est un très beau papier. Bon, voilà. Et c'est vrai que j'ai un peu sous-estimé, je fais amende honorable devant vous, l'épaisseur de son lien avec Raymond Aron dans les années qui vont précéder leur rupture. Ils rompent au parce moment... que votre livre commence par cette rencontre avec Bernard-Henri Lévy, qui n'était pas, on va dire un peu de façon marrante, il n'était pas très copain avec Raymond Aron. Et il ne l'a plus été. Mais en fait, ils l'ont été pendant 4-5 ans. À la sortie du livre de Bernard-Henri Lévy, L'idéologie française, alors là, c'est... la séparation. Mais je crois, alors là, vous voyez, vous me posez la question, donc je vous réponds le plus sincèrement du monde. Je crois, j'étais pas là, naturellement, c'est une reconstruction historique, puis sur la base de conversations que j'ai eues avec Bernard, etc. Mais je pense qu'effectivement, ce sur quoi il pouvait se retrouver, en dépit du divorce sur la France, sur l'idéologie française, mais précédemment, ce sur quoi il pouvait se retrouver, outre l'intelligence brillante qui les caractérise l'un et l'autre, c'était, dans le cas de Raymond Aron, et c'est un homme extrêmement brillant, Bernard-Henri Lévy. Mais c'est ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire le refus du verdict des faits. Voilà. Chaque fois qu'on se soumet, qu'on se couche devant le verdict des faits, on sort de ce judaïsme. Alors, je reconnais très, très dilué, qui fut celui de la famille d'Aron. Ça n'est pas un judaïsme orthopraxe, ça n'est pas un judaïsme même communautaire dans son expression. On disait assimilé à l'époque. Voilà. Profondément assimilé, profondément franco-judaïque dans ses modes de manifestation, mais néanmoins, et j'y ai insisté avec notre consoeur et amie Hélène Schumann, un judaïsme de la fidélité. Or, ce qui caractérise ce judaïsme, outre son adhésion à la France républicaine, c'est son refus de la violence de l'histoire. Ça, c'est fondamental chez Aron. Est-ce que c'est pas parce que c'est un homme extrêmement honnête? Il est honnête dans ses analyses. Vous savez, il y a un mot hébreu que m'a appris Ariel Kandel, qui est mon professeur d'hébreu de temps à autre quand on est à l'hôtel. Il y a un mot hébreu qui est émet. Effectivement, Aron, il s'en foutait. Vraiment, on peut le dire. Il s'en foutait de ce que l'image et de la l'image, mode ça, et je de ne la sais pas. tendance. Personne ne peut. Mais il s'en foutait de ce que les bourgeois conformistes allaient dire. Voilà. Il signe ses éditos dans le Figaro, puis après dans l'Express. Il se dit, je m'en fous de ce que les bourgeois conformistes vont penser. Alors, il le dit pas aussi brutalement que moi, mais il pense que ils sont la boussole qui indique le Sud. Ces gens-là se trompent systématiquement avec arrogance, et Aron, lui, essaye de se fier à son jugement personnel. Donc, vous avez absolument raison. Il y a l'honnêteté. Exactement. L'honnêteté intellectuelle, c'est pas de ne jamais se tromper, c'est de rechercher la vérité pour elle-même, indépendamment des environnements sociaux, des pressions sociales que chacun d'entre nous ressent à un moment ou à un autre de son existence. Et je pense qu'Aron l'a fait, et d'ailleurs il y a une
J'en donne une preuve j'en donne une preuve à la toute fin. Oui. On peut rétrospectivement penser qu'il s'est trompé, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais il est au Figaro, le Figaro défend le maintien de l'inclusion des départements de l'Algérie dans la France, nous sommes donc en 56, 57, 58, et lui il dit non. Mais non, c'est inéluctable, l'indépendance de l'Algérie, elle est inéluctable, que vous le vouliez ou non. Et là, il se fait flinguer en interne au Figaro par des gens qui disent mais c'est scandaleux, c'est pas du tout la ligne du journal. Et ils le dessaisissent, de ce dossier. C'est la preuve de son indépendance. Regardez cette phrase dans Mémoire, extraite de Mémoire. Jusqu'à quel point suis-je capable de connaître objectivement l'histoire? Ça montre cette honnêteté intellectuelle. Alors, vous avez raison, Léa. Je reste sur une question d'actualité qui est fondamentale. Hier avait lieu la cérémonie dans la cour des Invalides pour les assassinés, les massacrés, on peut dire, du 7 octobre, une cérémonie tout à fait remarquable. Et certains ont dit comme commentaire, si on devait donner 20 sur 20, ce ne serait pas 20 sur 20 au président de la République, ce serait 19 sur 20, car il a oublié le mot islamisme. En tous les cas, il ne l'a pas dit. Et dans ce livre, vous montrez que déjà Raymond Aron, j'y arrive, avait pensé cette question de l'islamisme, alors qu'elle n'était pas aussi évidente qu'aujourd'hui, il y a 40 ans. Oui, alors c'est sans doute, vous avez raison, il y a deux questions dans votre question, mais je vais essayer de répondre aux deux. La première, c'est concernant Aron, vous avez raison, c'est un homme qui pensait au fond que les situations de conflictualité sont inhérentes aux relations entre les nations, et aujourd'hui aux relations entre les groupements, on va dire, les groupuscules de partisans, pour parler comme Carl Schmitt, ça c'est d'ailleurs en l'occurrence les groupes terroristes, qui sont transnationaux, et les nations. Donc, il n'a pas imaginé une seule seconde que dans l'hypothèse, en 83, c'est un peu prématuré d'ailleurs, mais que dans l'hypothèse où l'Occident euro-américain, disons capitaliste pour faire vite, l'emporterait sur l'Union soviétique et le bloc soviétique, il n'a pas imaginé un seul instant que l'histoire se figerait tout d'un coup, qu'adviendrait la version vulgaire de la fin de l'histoire. D'ailleurs, par parenthèse, la fin de l'histoire, c'est plus subtil que ce qu'on dit. C'est pas Fukuyama n'est pas l'imbécile qu'on décrit à longueur Vous le dites dans votre livre. Évidemment. Bon, non. En revanche, il a imaginé que s'enclencheraient des nouveaux processus, en quelque sorte de fragmentation des relations internationales. Nous sommes sans doute engagés dans il a imaginé que le monde arabo-musulman pourrait être cette nouvelle donnée importante. Oui, alors à cette réserve près, et là je dois être honnête avec vous, en 83, on est très en amont, si vous voulez, du processus. Et d'ailleurs, je pense, alors maintenant je ne veux pas parler à sa place, je l'ai promis à Dominique Schnapper et je ne le fais pas. Vous voyez, mais je ne suis. J'allais vous demander. Je suis pas sûr. Alors je vais vous dire, je vais être sincère avec vous, Michel. Je suis pas sûr qu'il aurait acheté la théorie du choc des civilisations. C'est une théorie très intéressante. Moi, j'ai relu, ça m'est arrivé comme ça là récemment dans les 10 dernières années de lire ou de relire même 2 fois le choc des civilisations d'Huntington en traduction française. Bon, c'est un livre passionnant. Mais comment vous dire, pour des républicains démocrates comme je le suis, je crois, comme Bernard-Henri Lévy l'est à sa manière, c'est trop, comment vous dire, c'est trop globalisant. C'est-à-dire l'idée que par essence le monde dit arabo-musulman serait voué à une conflictualité illimitée avec le monde judéo-chrétien, pour parler comme Michel Onfray. Cette idée, elle correspond évidemment à quelque chose. Je ne suis pas aveugle, mais elle est trop, comment dire, elle est trop définitive, elle est trop généralisante, si vous voulez. Parce qu'heureusement, il y a quand même, pensez à notre ami commun Boualem Sansal, il y a quand même des gens qui sont issus de cette matrice de la culture algérienne, par exemple, et qui sont fondamentalement opposés à ces logiques d'affrontement de blocs. Donc, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, Aron a pressenti l'islamisme, mais il n'a pas pensé le choc des civilisations. Néanmoins, en 79, au moment de la révolution islamique en Iran, alors que tout le monde pensait qu'il y avait une poussée de l'Union soviétique, lui avait perçu le fait religieux. Tout à fait. Il avait perçu. Mais vous savez d'où ça vient, Léa? Vous savez d'où ça vient? Indépendamment de sa vigilance envers ce qui étaient déjà les prodromes de l'islamisme. Vous avez raison, le Khomeini, la révolution khoméniste, Foucault est complètement couché devant lui, il dit c'est formidable. Ça. Évidemment, c'est les prodromes de l'islamisme. Donc là, la Foucault s'est totalement planté et Aron a eu raison. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il perçoit? L'importance, l'épaisseur des faits culturels et civilisationnels dans l'explication de l'histoire. Ça, c'est contre un certain marxisme, mais c'est contre aussi un certain libéralisme. On a encore ces imbéciles d'ultralibéraux qui pensent que
c'est d'abord les échanges marchands qui comptent dans l'histoire. Et ils sont complètement indifférents aux faits culturels et civilisationnels. L'épaisseur culturelle, c'était aussi une des grilles explicatives à laquelle Raymond Aron recourait volontiers. Voilà, une phrase, Michel. Alexis, non, je voulais juste te dire, Alexis Lacroix, on pourrait prolonger des heures et des heures la discussion. Ce livre, en tous les cas, est passionnant. Il est à la fois d'un haut niveau intellectuel, mais très accessible aussi aux autres, parce qu'il raconte des choses concrètes et fortes. En tout cas, qui sont importantes pour la politique. Tous les deux, cher Michel, cher Léa, aidé à le rendre accessible. Et c'était un moment fabuleux, vraiment, de radio qu'on a passé. On aurait voulu le poursuivre. Le penseur des prochains jours, Raymond Aron, ce que nous lui devons, aux éditions des Presses de la Cité. À bientôt, Alexis. À bientôt, Toda.